Bonjour monsieur, est-ce que je peux demander de vous présenter s'il vous plaît? Voilà, alors je m'appelle Joël Coupé, je suis ingénieur civil architecte et je représente aussi l'Union Wallonne des architectes, mais aussi de temps en temps je suis le fondateur de Bois et Habitat, donc c'est une action de promotion de la construction en bois en région Wallonne, et ça il y a maintenant 19 ans. Donc il y a 19 ans que vous travaillez dans le domaine du bois. Oui, ça fait 19 ans que je travaille dans la construction en bois, essentiellement de l'ossature bois, mais aussi de la promotion de la construction en bois. Je ne sais plus faire l'inventaire du nombre de constructions en bois qu'on a eu l'occasion de faire, mais je sais qu'il y a plus de 200 maisons certainement qui ont été réalisées en ossature bois. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu l'opinion des maisons bois, des gens qui habitent en Belgique? Qu'est-ce qu'ils pensent des maisons bois? Alors, on vient de très loin, il y a plus de 20 ans, avant qu'on ait commencé de faire la communication en ossature bois, les gens pensaient que le bois, ben, ça brûlait, parce que c'est ça qu'ils employaient dans leur cheminée. Ils pensaient aussi que la construction en bois était moins durable, parce qu'on a une petite histoire qu'on raconte à tous les enfants avec les maisons en bois, avec les petits cochons, les trois petits cochons, les maisons en bois, en paille et en terre. Mais aussi parce que historiquement, les Français ont envahi à un certain moment la Belgique et ont brûlé les villes qui étaient construites tout en bois avec des toits en chaume, et tout ça a brûlé. Et donc la problématique du feu était l'élément qui faisait le plus peur aux Belges, et on leur a expliqué que quand on fait une maison en bois, elle est tellement, on va dire, épaisse qu'il est impossible de faire brûler une bûche qui fait 3 mètres de hauteur sur 15 cm de large. Je dirais que c'est quelque chose de trop compliqué. Et aujourd'hui, est-ce que les gens en Belgique qui construisent en bois, est-ce qu'ils connaissent c'est quoi comme du bois? Qu'est-ce qui se passe dans le marché? Ça monte, ça diminue, ça fait peur ou ça fait envie de construire en Alors, bois? au début, ça faisait peur, mais maintenant, les gens ont une démarche positive. Après s'être informés, considèrent que c'est un choix de construire en bois. Et donc, c'est aussi un choix de payer peut-être plus cher pour avoir une construction en bois, parce qu'elle était réputée être mieux isolée, mieux exécutée, parce qu'il y a eu vraiment une volonté de faire de la promotion du bois associée à une architecture de qualité. Et donc le bois n'était pas considéré comme étant le produit pas cher, mais d'abord le produit qui valorise nos régions, nos forêts, le savoir-faire des hommes et des travailleurs. C'est quoi comme les caractéristiques et comme les choses qui sont importantes pour les clients ou en Belge qui fait construire sa propre maison? C'est plutôt qualité, c'est le délai, c'est le prix, c'est éco, c'est le design. Alors, il y a différentes manières de voir le problème. Il y a bien sûr un phénomène sur le prix. Une maison aujourd'hui est devenue très chère parce qu'il y a une augmentation continue du prix du terrain, et que chez nous, comme partout ailleurs, mais chez nous c'est 17% sur les 20 dernières années. Chaque fois le prix du terrain a augmenté. Et donc la maison sur laquelle qu'on met sur le terrain est finalement beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc le volet économique est important. Or, la construction en bois a toujours été plus chère que la construction traditionnelle, toutes choses étant égales. La construction en bois a été pendant des années une construction plus isolante que les constructions traditionnelles, parce que naturellement il était facile de mettre 10, 15, 20 cm d'isolant dans l'ossature bois, en tout cas quand on parlait de bâtiments en ossature bois. On pouvait aussi être avec une démarche beaucoup plus écologique. Il nous est arrivé de faire des bâtiments en ossature bois avec des solutions sans colle et sans solvant. Donc une réflexion tellement écologique qu'elle était bonne pour l'environnement, mais aussi pour la santé des gens. Et donc il y a chaque fois eu des niches différentes, des segments de marché différents. Moi, ma conviction profonde, c'était surtout que la construction en bois permettait de pouvoir industrialiser un process de fabrication par les principes de machines à commande numérique, comme celle que vous connaissez. Je sais que déjà en France,
choisi construire en bois les maisons. Non, c'est sur bois car c'est écologique. Par contre, ils demandent traitement autoclave pour la partie bois des ossetures bois et comme isolant, ils choisissent l'an de roche ou l'an de verre qui n'est pas du tout écologique. C'est quoi comme le bois qu'on met dans les ossetures bois en Belgique et c'est quoi comme les isolants, les autres matériaux? Alors, ma propre maison que j'ai réalisée il y a maintenant 19 ans, qui est une maison organique dans le double sens du terme, à la fois d'une architecture qui est organique dans sa forme, mais aussi organique dans l'esprit, en traduisant de l'anglais le terme bio. On a employé là, de la boîte de cellulose, donc c'est du papier journal qui est recyclé avec un mélange de sel de bore, qui était réputé comme étant beaucoup plus écologique. Aujourd'hui, je parviens à travailler avec des techniques en laine de bois, donc c'est un isolant qui est mieux que la laine de roche et la laine de verre. Ceci dit, ce sont des matériaux qui restent encore relativement neutres au niveau environnemental, sachant que la réflexion qu'on peut mener sur des constructions plutôt avec des mousses de polyuréthane pose plus de problèmes en cas d'incendie et pour la mise en décharge. Je suis d'accord avec vous car vous êtes un professionnel, vous êtes architecte et vous connaissez le métier. Mais si on prend en particulier ou si on prend 7 particuliers sur 10, ils vont choisir quelque chose qui est moins cher et plus vite à réaliser ou les solutions plus chères, plus écologiques, plus valorisées. Alors, l'aspect timing, donc durée de chantier, finalement, n'est pas un argument qui a beaucoup aidé. Ça, je le sais sur l'expérience des 20 années qu'on a travaillé en bois. L'aspect économique, comme le bois a toujours été plus cher chez nous en tout cas, s'avère pas pertinent puisque on a simplement dit c'est un produit de luxe, ce qui n'est pas vrai aux États-Unis, ce qui n'est pas vrai non plus ici. Donc on est avec des démarches qui peuvent être totalement distinctes. Pourquoi c'est devenu aussi un produit cher chez nous? C'est parce qu'on a demandé à ce que la construction en bois soit la plus qualitative possible, avec toutes les membranes telles que vous le proposez également dans votre procédé de construction. Et donc, il y a cette démarche qui va très très loin. Le dernier type d'argument, je ne sais plus c'était lequel que vous vouliez, l'aspect écologique. Hein. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose? Oui, ça intéresse un certain nombre de gens. Peut-être moins pour la planète que pour leur propre qualité de vie. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt centré la communication sur le caractère chaleureux d'une maison en bois. Parce que c'est vrai que toucher un élément en bois est plus agréable que de toucher une brique, surtout en plein hiver. Et donc c'est plutôt cet aspect du foyer et qui est chaleureux qui rend les choses parfaitement heureuses. Nous sommes en Lettonie, donc c'est un pays d'Europe de l'Est. Et nous avons dans la vie beaucoup de stéréotypes de beaucoup de choses. Et une stéréotype, c'est aussi des gens qui habitent à Europe de l'Est ou qui travaillent, qui viennent de Europe de l'Est. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect-là? Alors, c'est une très bonne question, parce que entre une personne comme moi qui connaissait, j'irais, un beau pays, une belle ville comme Riga, il y a des années, je l'ai connu juste à la sortie du régime et j'ai été étonné de voir comme il y avait une jeunesse qui en voulait, qui était prête à changer le monde. Vous êtes parvenu à changer au niveau du patrimoine et au niveau de la planification urbaine beaucoup plus vite que nous, on est parvenu à le faire dans nos pays. Hein, donc il y a des choses extrêmement positives. Je travaille avec des Polonais assez régulièrement et ce sont des gens tout à fait charmants aussi humainement. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas toujours eu pour le grand public une bonne image. On peut parler des Roumains, on peut parler des Bulgares. J'ai la chance d'avoir un bureau où on ne parle pas une seule langue, il y a beaucoup de langues. Vous avez peut-être eu au téléphone, c'était une bulgare. Il y a beaucoup de langues différentes. Le problème qui se pose pour monsieur tout le monde, c'est de dire faire venir de la main-d'œuvre parce qu'elle pourrait être moins chère des pays nouveaux adhérents de l'Union européenne, pose un problème qu'on appelle le dumping social et qui est particulièrement vrai dans le monde de la construction. Pourquoi? Parce que
construire nécessite de la main-d'œuvre et qu'il est possible de trouver aujourd'hui des main-d'œuvre qui n'ont pas le même statut à caractère social que dans nos pays, où il y a une forte protection de la main-d'œuvre et où le coût d'un ouvrier va se situer à 35 euros 35 euros à l'heure. Ce qui n'est pas la même charge pour l'ouvrier qui est ici ou certainement en Roumanie. Et il a été question que sur certains gros chantiers, des entrepreneurs ont fait travailler de manière, on va dire, presque illégale des entrepreneurs ou des ouvriers à 3,50 €. Et ça, nous considérons que c'est pas bon ni pour le pays adhérent, ni pour l'ouvrier, ni non plus pour la personne qui achète un service qu'il a payé complètement. Et donc, il faut très fort nuancer. On a beaucoup de plaisir de travailler, on est au centre de l'Europe, à Bruxelles, et ce n'est pas qu'une vision de l'esprit ou géographique, c'est simplement qu'on est fort à l'écoute de ce qui se passe dans les autres pays. On est dans un tout petit pays et c'est ça qui est comme des pays comme les vôtres ici. Ces petits pays, on est tout de suite de l'autre côté de la frontière. Et on est en Allemagne pour pas grand-chose. On est en France. Avant-hier, j'étais en France. Dans 2 jours, je serai encore aux Pays-Bas. Et donc, on est amené à voyager beaucoup au-delà des frontières. Donc les personnes ne sont pas figées derrière une frontière ou une nationalité. On est européen, on œuvre pour une qualité et pour une reconnaissance aussi sociale de chacune des personnes et qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc se présenter comme étant nécessairement l'entreprise qui va pouvoir être plus bas à point de vue prix peut être positif parce qu'on recherche des solutions moins chères, mais il faut que ça ne se fasse pas au détriment de l'environnement, du social local ou de l'économie locale. Vous avez déjà touché le sujet de protection et ici la question sur garantie décennale qui est populaire en France où on ne peut pas construire la maison sans garantie décennale. Comment ça se passe, les protections, les assurances, les garanties en Belgique? Voilà, alors on ne va pas parler de principe de protectionnisme, même si j'ai senti, parce que nous-mêmes on a parfois des difficultés pour travailler sur le marché français, donc il y a vraiment parfois des difficultés par certaines lois qui sont mises en place d'un côté ou de l'autre. L'inflation législative qui a lieu souvent dans le cadre de recommandations européennes est énorme, au point que dans les 3 régions de notre tout petit pays, on a déjà des difficultés de travailler d'un coin à l'autre. Or, le fond de mon jardin se trouve dans une autre région et mon épouse travaille dans la 3e région. Donc, pour dire que rien n'est simple et qu'il y a trop de lois, trop de textes qui sortent pour que les professionnels fassent un travail chaque fois de meilleure qualité, mais ce travail de meilleure qualité doit être parfaitement compris et cette compréhension n'est pas facile. Et donc on a toujours ce problème de pouvoir se dire je traverse une frontière et on a encore des autres lois et des autres exigences qui toutes sont bonnes, mais qui ont un coût pour l'entrepreneur, qui ont un coût pour le citoyen qui veut habiter. D'accord, mais pour la garantie décennale, est-ce que c'est obligatoire pour les constructions en Alors, Belgique? En Belgique, on a protégé très fort le citoyen qui construit, puisque beaucoup de citoyens construisent pour eux-mêmes. Donc en région wallonne, 75% ou 75% des citoyens sont propriétaires de leur propre logement, ce qui est énorme au niveau européen. Et donc, ils construisent leur propre maison. Et le législateur a voulu protéger ces gens pour qu'ils aient une construction qui dure dans la qualité et qui ait toutes les garanties pendant 10 ans. Et donc, tout entrepreneur qui intervient, donc qui produit un matériau et qui le pose, va être amené à devoir pleinement donner une garantie pour les 10 ans qui vont suivre. C'est ce qu'on appelle la garantie décennale.
les architectes ont aussi des très lourdes responsabilités. Et donc, il faut, pour pouvoir employer un produit qui vient de l'extérieur, être sûr que la garantie soit fournie de manière complète. Donc la société, le fabricant l'étant qui veut construire la maison en Belgique, il est obligé d'avoir la garantie décennale. Si le fabricant pose les structures, il doit obtenir une garantie, une assurance en garantie décennale, ou sinon c'est l'entrepreneur qui couvre, qui va demander une garantie similaire ou équivalente. Et donc dans la chaîne, il est important de pouvoir donner cette fiabilité, et c'est ce qui me fait dire que la seule limite qu'il y a j'irai, parce qu'il n'y a pas une obligation d'assurance, hein, c'est une garantie qui doit être donnée. En France, il y a une obligation d'assurance, mais nous souhaitons qu'il y ait une obligation d'assurance chez les architectes, mais pas encore chez les entrepreneurs. Et c'est un souhait pour justement éviter ce phénomène de dumping social, pour être sûr que et la qualité des matériaux et la qualité sociale soient présentes, et aussi la qualité environnementale. Je sais qu'en France, ce n'est pas facile pour les étrangers de trouver le partenaire, de trouver l'assureur qui va vendre la garantie décennale aux sociétés de l'étranger. Est-ce que vous avez déjà vu ces sujets en Belgique? Est-ce que ce sera simple, plus simple en France, d'avoir la garantie décennale pour les constructeurs de l'étranger, de l'État? Donc on connaît cela dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que l'autre jour, quand j'étais en France, j'ai vu un constructeur belge justement de construction en bois qui était extrêmement présent dans une des régions limitrophes. Donc c'est faisable. Il y a moyen, si pour le constructeur belge c'est faisable de s'implémenter, qui est un constructeur flamand en France, hein, donc on ne pourrait pas dire que c'est une facilité linguistique, c'est possible, mais c'est compliqué. Je connais d'autres exemples d'entreprises qui ont eu des difficultés de s'implémenter en France. Est-ce qu'il y a des entreprises qui rentrent en Belgique? Oui, facilement, parce que le marché est relativement peu protégé, je le dis comme c'est, mais ça reste toujours compliqué, parce qu'il faut connaître l'ensemble des enjeux économiques et techniques ou d'assurance qui sont nécessaires. Et donc, il y a toujours un petit frein, mais le meilleur vecteur, c'est de parvenir à convaincre des prescripteurs, donc des architectes, des bureaux d'études, que vous avez une solution qui est pertinente, et que souvent les architectes sont amenés alors à guider le choix de l'entreprise via ce type de formule. C'est quoi comme les caractéristiques pour les particuliers qu'ils ont besoin de permis de construire sur le terrain? C'est à partir de quelle taille, c'est à partir de combien d'étages qu'ils ont besoin de permis et ils ont besoin des plans d'architecte? Alors, l'architecte a une très lourde responsabilité en Belgique, hein, mais qui est compensée par le fait que c'est un monopole, c'est-à-dire que toutes les constructions doivent faire l'objet d'un permis. C'est pas comme en France où il y a des petites maisons sans permis. Donc, il n'y a pas, même des petites constructions, des extensions pour un bâtiment existant, au-delà de 40 mètres carrés, nécessite un permis. Hein. À partir de 40 mètres carrés. 40 mètres carrés. Mais 40 mètres carrés, on ne sait pas vraiment habiter, en tout cas dans nos standards. Et donc, c'est dans cette logique-là, l'architecte a une logique en Belgique d'être un réel partenaire du candidat bâtisseur, du client, et qui est indépendant des entreprises. Ça, c'est une chose qui est fort différente de ce qui se passe en France, où il y a quand même un designer qui travaille parfois dans l'entreprise. Même s'il y a de la construction clé sur porte, pour l'essentiel, il y a encore de l'encadrement par des architectes qui sont indépendants. Et ça, c'est peut-être la grosse différence d'un marché à l'autre, puisque l'architecte a une grosse responsabilité et il est vraiment la personne incontournable avec laquelle on recommande vivement de travailler. Sinon, vous allez avoir des difficultés. Vous avez déjà dit. Il n'y aura pas de permis.
Vous avez déjà dit que les terrains ils sont assez chers, donc souvent les clients ils ne choisissent pas de construire une maison individuelle neuve, mais ils choisissent en extension ou rénovation. Comment vous pouvez caractériser la situation en Belgique? Est-ce que c'est un peu la même chose? Alors, j'ai communiqué beaucoup sur le problème de l'accessibilité au logement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le coût de la construction a augmenté en même temps que le prix du terrain. Et on arrive à un niveau que la plupart des constructions doivent, des ménages doivent sortir de l'ordre de 450 000 euros pour payer le terrain, la construction, les frais et la TVA qui est importante sur la construction. Et donc on est face à un problème que les salaires ne sont pas suffisants pour pouvoir financer ce type d'investissement, on le comprend bien, et les banques freinent à donner des crédits hypothécaires comme on avait la possibilité de le faire. Et donc il y a une réelle inquiétude puisqu'en fait aujourd'hui sur le marché, on n'a pas de projets suffisamment de qualité qui permettent à des prix raisonnables de pouvoir rencontrer l'attente des candidats bâtisseurs. C'est comme ça que j'ai créé une initiative en regroupant un certain nombre d'entrepreneurs, en les fédérant et en créant la solution Ma Maison, Mon Budget. C'est une solution dont je vous ai parlé qui permet de pouvoir calculer en ligne, la maison, sa propre maison idéale, à un coût qui commence autour de 170 000 euros. Donc, et on peut choisir des constructions en bois, en traditionnel, ou voire des maisons entre performance énergétique. Et qu'est-ce qui se passe dans le domaine des bâtiments publics, des écoles, des logements, des bâtiments qui sont plutôt publics que les maisons individuelles? Voilà. Alors, il y a toujours une demande en matière d'école, de crèche, et il y a une certaine urgence aujourd'hui parce qu'il y a quand même une croissance de la population encore chez nous. On a des demandes en matière de logements sociaux. On tend vers des logements qui rencontrent quasi le standard passif allemand ou qu'on retrouve chez nous. Et donc, quand on ne fait pas fort attention, le coût de la construction se situe vite à 1400, 1500 euros par mètre carré. Et il y a des programmes où, pour l'instant, nous développons des ensembles de logements sur 700 logements dans une extension de ville. Et dans cet ensemble, on a l'occasion de pouvoir faire des logements qui commencent à des prix de 880 euros par mètre carré pour rencontrer les standards passifs. Et donc ça nécessite une ingénierie de la maîtrise du coût, de la gestion des bonnes techniques au bon endroit. Et ça ne se fait pas nécessairement, par exemple, en ossature bois. Un fabricant qui peut se déplacer ailleurs et faire la construction en Belgique, mais qui n'a pas encore réalisé sa première référence en Belgique, vous conseillez plutôt démarrer par particulier, par architecte, par constructeurs locaux, par promoteur. C'est qui comme le client par qui vous conseillez de démarrer ces sociétés-là? Je pense que si vous avez l'occasion d'obtenir une première référence dans le cadre d'une petite promotion avec des gens en partenariat, c'est facile. Si vous parvenez à convaincre un ou plusieurs architectes, ça peut aider également en donnant toutes les garanties de solvabilité, décennale dont on a parlé. Je pense qu'il faut pouvoir lever ces problèmes, ces inquiétudes qui peuvent exister de manière transfrontalière. Le facteur prix, si vous parvenez à être dans un facteur prix, on va dire 20% moins cher que ce qu'on trouve sur le marché, je sais que ça peut répondre à une demande du marché. Mais de nouveau, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça ne doit pas se faire au détriment de personnes où il faut que le process soit parfaitement efficace et je pense que chez nous, on a
dans le secteur de la construction en bois, où on a eu tendance à avoir un prix qui était anormalement cher parce qu'il n'y a pas assez de personnes compétentes dans le secteur. Et donc, les marges bénéficiaires sont supérieures dans ce secteur-là que dans d'autres. Il faut aussi réfléchir sur le fait que à l'avenir, si l'essentiel du marché est de l'ossature bois, à l'avenir, il y a de plus en plus une part du marché pour le CLT, donc le contre-collé ou le contre-cloué, en construction bois, qui consomme plus de bois, c'est pas tellement gênant, mais qui offre d'autres avantages dans la perception d'une maison plus dure, plus cossue et plus chaleureuse. Est-ce que vous pensez que les Belges, ils ont beaucoup de savoir-faire, des compétences sur les constructions en bois ou pas? Car ici en Lettonie, où je pense que c'est la même situation en France, on dit que les Scandinaves ils sont numéro 1 en construction en bois. Ils connaissent le métier, ils ont les matériaux, ils ont les utiles, ils ont des machines, ils sont super forts. Comment vous pouvez caractériser savoir-faire et les compétences en Belgique? J'ai eu l'occasion, j'emploie souvent un exemple de photo que j'ai prise ici à Riga il y a maintenant plus de 15 ans, d'un bâtiment qui avait déjà plus de 100 ans, parce que quand on me dit tiens mais la construction en bois ça vieillit mal, là c'était un chantier qui se démontait et j'en ai profité pour voir l'état des pièces les plus fragiles, donc les 10 basses, et bien on voit que même au bout de 100 ans, même sans avoir fait fort attention, le bâtiment était encore en parfait état, il suffisait de remplacer le bardage intérieur et extérieur. Et donc j'ai dit il y a un savoir-faire ici qui existe de longue date. Il y a un savoir-faire qui existe aussi au niveau de tout ce qui est la gestion des forêts. Vous avez de l'épicéa et d'autres essences de manière assez en quantité et il y a une bonne gestion des forêts. On a travaillé pendant des années aussi avec d'autres des SLS, donc des sections venant d'autres pays de Scandinavie et ou du Canada. Dans les forêts françaises ou belges, il y a un savoir-faire plutôt sur des feuillus, mais également sur les résineux, parce qu'on avait beaucoup de mines, et pour ces mines-là, on a dû en fait mettre beaucoup de résineux, parce que c'était une démarche qui était saine. Donc je pense qu'il a fallu, il y a une vingtaine d'années, créer un savoir-faire. Ce savoir-faire est aujourd'hui très présent dans notre pays. Je pense que vous n'avez pas grand-chose à apprendre non plus. Vous avez aussi fait comme nous, voyager dans tous les coins et regarder ce qui se fait de bon à un endroit, ce qui se fait moins bon ailleurs, et ça ne faut pas copier, et de faire en sorte. Vous avez eu des problèmes aussi avec quelques bois qui ont été un peu trop irradiés, parce que vous avez été les chercher juste de l'autre côté de la frontière et que pas toujours dans les meilleurs sites. Ça peut nuire au marché, mais bon, c'est des choses qui sont momentanées, et puis après, il y a l'occasion de pouvoir aller de l'avant. Et mon dernière question, c'est pour des gens qui peut-être après cette interview, cette vidéo va choisir de faire la recherche sur le marché ou de démarrer ses activités en Belgique. Est-ce qu'il y a des salons, des associations, des magazines que vous conseillez de communiquer pour commencer les activités en Belgique? Il y a en tout cas pour le marché belge une foire annuelle incontournable qui s'appelle Bois et Habitat. Qui est vraiment centrée sur Namur. C'est une foire totalement dédiée à la construction en bois. On y retrouve effectivement des Canadiens d'autres pays. Quelques Français sont venus à un certain moment. Mais donc ça vaut la peine d'être présent dans cette foire. Il y a une agence à l'exportation en Belgique qui s'appelle la WEX pour la partie wallonne du pays, qui est très dynamique, mais qui fait de l'exportation, mais aussi du partenariat. Donc il y a des choses qui peuvent être exportées, d'autres qui peuvent être importées, et donc il y a des démarches
à faire par rapport à ça. Et ce qu'on vous recommande aussi, c'est d'être membre éventuellement de réseaux d'entreprises, comme le cluster dont j'ai été le président et maintenant encore le vice-président, qui consiste à regrouper des entreprises du secteur de la construction, et pas uniquement du bois, mais de la construction durable. Donc il y a vraiment une réflexion sur le développement durable et de trouver des partenaires, entrepreneurs, architectes et producteurs de matériaux. Je pense que la bonne manière, c'est de rentrer via ce réseau, le réseau des personnes, parce que c'est d'abord les personnes qui font que ça fonctionne. Sinon, ça peut aussi ne pas fonctionner. Super. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Coupet, pour votre temps consacré, pour votre opinion que vous avez partagée.